Le soleil matinal filtrait à travers les fentes des rideaux du manoir à Mégève, mais Béatrice était déjà réveillée depuis des heures. Ses doigts volaient sur le clavier du vieil ordinateur portable caché sous le lit, tandis qu'elle finissait de réviser son dernier article sur le développement économique durable dans les communautés rurales. Il était 5h30 du matin, et elle savait qu'il ne lui restait que 30 minutes avant que la maison ne commence à s'éveiller et que ses véritables obligations ne commencent. Obligation, c'était le mot qui définissait son existence dans cette maison. À 24 ans, Béatrice était moins traitée comme une fille que comme une employée invisible. Quelqu'un dont la seule utilité était de garantir que la vie de son père Robert et de sa sœur aînée Valentine se déroule sans le moindre inconvénient. Elle sauvegarda le document, ferma l'ordinateur portable et le cacha de nouveau dans le compartiment secret qu'elle avait construit sous les lattes du plancher. Personne dans la famille ne soupçonnait même qu'elle possédait un ordinateur, et encore moins qu'elle publiait des articles universitaires sous le pseudonyme de B. Dubois dans des revues économiques internationales. Pour eux, Béatrice était simplement la fille, fade, sans talent, sans valeur. La chambre de Béatrice se trouvait au fond de la maison, une petite pièce mal éclairée qui avait été à l'origine un débarras. Tandis que Valentine occupait une grande suite avec dressing et salle de bain privée, Béatrice partageait une minuscule salle de bain avec la buanderie. Mais elle avait appris depuis longtemps à ne pas remettre ces choses en question. Les questions ne faisaient que provoquer la fureur de Robert. Elle s'habilla rapidement de vêtements simples et descendit à la cuisine. La première tâche de la journée était toujours de préparer le petit déjeuner élaboré que Valentine exigeait. Des œufs brouillés aux fines herbes, des toasts à la confiture importée, du jus d'orange fraîchement pressé et du café passé dans un filtre en tissu. Tout devait être parfait, sinon Valentine se plaindrait à leur père et Robert trouverait un moyen de punir Béatrice, généralement en coupant son ridicule argent de poche ou en lui interdisant de rendre visite à sa mère. Hélène, la mère de Béatrice, était dans sa chambre au 2e étage. Elle souffrait d'une maladie cardiaque chronique qui nécessitait des médicaments coûteux et des consultations régulières avec des spécialistes. Robert contrôlait chaque centime dépensé pour le traitement d'Hélène, utilisant sa santé comme une chaîne invisible qui maintenait toute la famille soumise à sa volonté. Si quelqu'un lui déplaisait, il menaçait de suspendre le paiement des médicaments. C'était une forme de chantage cruel et efficace. Béatrice finit de préparer le petit déjeuner et monta avec un plateau plus simple dans la chambre de sa mère. Hélène était réveillée, adossée à des coussins, avec cette pâleur qui était devenue permanente ces dernières années. « Maman, j'ai apporté ton thé et les toasts », dit doucement Béatrice, en posant le plateau sur la table de chevet. Hélène sourit, mais c'était un sourire triste, chargé de culpabilité et d'impuissance. « Merci, ma fille, tu as toujours été si attentionnée avec moi. » Béatrice prit un instant la main froide de sa mère. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Mieux, » mentit Hélène comme elle le faisait toujours. « Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi. » Mais Béatrice s'inquiétait. Elle s'inquiétait chaque jour, chaque nuit. Voir sa mère dépérir lentement, prisonnière d'un homme qui utilisait sa maladie comme une arme, était une torture silencieuse. Et Hélène, trop fragile pour se battre, acceptait simplement, tout regardant en silence son mari transformer la vie de Béatrice en un enfer. « Béatrice !» tonna la voix de Robert depuis le rez-de-chaussée. « Où est le petit déjeuner de Valentine? Elle attend. » Béatrice serra rapidement la main de sa mère et descendit en courant. Dans la salle à manger, Valentine était assise à table, examinant ses ongles parfaitement manucurés, tandis que Robert lisait le journal avec une expression de désapprobation permanente. Valentine avait 27 ans et était considérée comme la beauté de la famille. De longs cheveux blonds, toujours impeccablement coiffés, la peau bronzée, des vêtements de marque. Elle était l'image que Robert voulait projeter au monde. Succès, beauté, supériorité. Le fait que Valentine n'ait pas d'emploi, n'ait pas étudié au-delà du lycée et passe ses journées dans les salons de beauté et les déjeuners entre amis était sans importance. Elle était belle, et dans la vision déformée de Robert, c'était ce qui comptait. « Tu as mis le temps, » dit Valentine, sans même regarder Béatrice. « Et j'espère que tu as bien lavé les rondelles d'orange cette fois. La dernière fois, il y avait un pépin. »« Désolé, » murmura Béatrice en posant le plateau sur la table. Robert abaissa son journal et regarda Béatrice
avec ce mépris qu'elle connaissait si bien. « Tu deviens négligente, tu dois faire plus d'efforts. Après tout, ce n'est pas comme si tu avais d'autres qualités pour compenser. » Valentine rit d'un rire aigu et cruel. « C'est vrai, papa. Au moins, j'ai la beauté. Béatrice n'a rien. » Les mots étaient comme des couteaux, mais Béatrice avait développé une armure au fil des ans. Elle baissa simplement la tête et retourna à la cuisine. Tout en faisant la vaisselle, elle s'autorisa à penser à l'article qu'elle avait terminé ce matin-là. C'était un travail brillant, elle le savait. Il analysait les impacts économiques des programmes de microcrédit dans les communautés rurales isolées et proposait un modèle innovant de développement durable. Elle avait déjà reçu des retours positifs d'économistes renommés, qui n'avaient aucune idée que B. Dubois était une jeune femme piégée dans une maison à Megève, traitée comme une domestique par sa propre famille. Cette double vie était ce qui la maintenait saine d'esprit. Aux heures volées de l'aube et de la nuit, elle était une autre personne. Elle était une intellectuelle respectée, une voix importante dans les débats universitaires internationaux. Mais pendant la journée, elle redevenait simplement Béatrice, la fille laide, la fille inutile, la fille qui ne comptait pas. La fin de l'après-midi approchait quand Robert rentra à la maison avec une expression que Béatrice ne parvenait pas à déchiffrer. Il y avait de l'excitation dans ses yeux, mais aussi du calcul, cette froideur mercenaire qui apparaissait chaque fois qu'il voyait une opportunité d'affaires. « Valentine, viens ici », appela-t-il, ignorant complètement Béatrice qui passait dans le couloir. « J'ai des nouvelles. » Valentine descendit les escaliers dans sa robe de marque, tout sourire et attente. « Qu'est-ce que c'est, papa ?»« J'ai obtenu une entrevue avec Gabriel Allemand, » dit Robert, et même Béatrice, qui essayait de se rendre invisible près de la porte de la cuisine, s'arrêta pour écouter. Ce nom était connu dans toute la France. Gabriel Allemand, le milliardaire parisien, magnate du pétrole et de la technologie, philanthrope, l'une des figures les plus puissantes et influentes du pays. Il cherchait une épouse. Valentine poussa un petit cri de joie. « Papa, tu as réussi. J'ai toujours su que tu y arriverais. » Robert sourit, ce sourire prédateur que Béatrice connaissait si bien. Il voyait Valentine comme un investissement, une marchandise de valeur qui pouvait enfin être échangée contre du pouvoir et des relations. « La réunion est demain à Paris. Nous allons l'impressionner. Avec ta beauté et notre nom de famille, il ne résistera pas. » Béatrice retourna silencieusement à la cuisine, ressentant un mélange de soulagement et de pitié. Soulagement parce que l'attention de la famille était tournée vers autre chose que ses défauts. Pitié pour Valentine, malgré tout, parce qu'elle était vendue comme du bétail sur le marché. Mais Valentine semblait extasiée par la perspective, alors peut-être n'avait-elle pas besoin de pitié. Le lendemain, Robert et Valentine partirent tôt pour Paris. Béatrice profita de leur absence pour passer plus de temps avec Hélène, lui faisant la lecture, discutant, étant simplement présente. Les moments où elles avaient la maison pour elles seules étaient rares, et Béatrice les chérissait. Mais quand la voiture de Robert revint en fin d'après-midi, quelque chose n'allait terriblement pas. Elle entendit la portière claquer avec force, des pas lourds et furieux dans le couloir. Valentine montait les escaliers en sanglotant, des pleurs hystériques qui résonnaient dans toute la maison. Béatrice sortit de la chambre de sa mère et trouva Robert dans le couloir, le visage rouge de fureur. Que s'est-il passé? Robert se tourna vers elle avec une expression de colère si intense que Béatrice recula d'un pas. Cet homme, ce maudit milliardaire, il a rejeté Valentine. Il a dit qu'elle était vide, superficielle, qu'elle n'avait aucune substance. Béatrice cligna des yeux, surprise. Mais comment? Et ce n'est pas tout, continua Robert, la voix tremblante d'indignation. Il a dit que si je voulais une quelconque alliance avec lui, je devrais t'envoyer, toi. Toi, la fille qui ne sert à rien, il veut te rencontrer. Le monde sembla s'arrêter un instant. Béatrice sentit le sang se glacer dans ses veines. Pourquoi Gabriel Allemand, un homme qui pouvait avoir n'importe quelle femme du pays, voudrait-il la rencontrer? Robert s'approcha d'elle, les yeux brillants d'un mélange de colère et de cupidité. « Je vais t'envoyer à Paris. Mais ne te fais pas d'illusions, c'est clairement un test. Il veut voir à quel point tu es ridicule pour se rendre compte à quel point Valentine est parfaite en comparaison. Tu serviras de contraste, et quand il réalisera son erreur, j'aurai mon alliance et tu auras enfin servi à quelque chose dans cette famille.
Béatrice ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Elle hocha simplement la tête, retourna dans sa minuscule chambre et ferma la porte. Elle s'assit sur le lit, le cœur battant à tout rompre, l'esprit travaillant à toute vitesse. Gabriel Allemand voulait la rencontrer. Mais pourquoi? Que savait-il? Qu'avait-il découvert? Une possibilité impossible commença à se former dans son esprit, si absurde qu'elle faillit en rire. Mais ça ne pouvait pas être ça. Il n'y avait aucun moyen qu'il le sache. Aucun moyen que quelqu'un ait fait le lien entre B, Dubois et Béatrice, la fille invisible de Robert. Ou bien si. Le voyage en avion pour Paris fut une expérience surréaliste. Robert avait acheté le billet le moins cher possible, et Béatrice se retrouva coincée sur un siège du milieu entre deux inconnus. Il n'était pas venu avec elle. Il l'avait simplement mise dans l'avion comme s'il expédiait un colis, avec des instructions sèches de ne pas faire honte à la famille plus qu'elle. Ne le faisait déjà par sa simple existence. Béatrice regardait par le hublot chaque fois que le passager à côté d'elle se penchait, observant les nuages en contrebas. Dans le sac usé qu'elle portait, caché dans un compartiment secret qu'elle avait elle-même cousu, se trouvait une clé USB avec tous ses articles, ses qualifications universitaires, ses certificats de publication. Elle ne savait pas pourquoi elle avait apporté ces choses. Elle avait juste senti qu'elle le devait. La voiture qui l'attendait à l'aéroport était complètement différente de ce qu'elle imaginait. Ce n'était pas une limousine ostentatoire, mais une berline discrète et élégante. Le chauffeur, un homme d'âge moyen nommé Antoine, fut courtois et professionnel, la traitant avec un respect que Béatrice n'avait pas l'habitude de recevoir. « Mademoiselle Béatrice, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Monsieur Allemand vous attend à son bureau. Le trajet devrait durer environ 40 minutes avec le trafic à cette heure-ci. » Béatrice hocha la tête, essayant toujours de tout assimiler. Paris s'étendait autour d'elle, immense et vibrante, si différente de la tranquillité isolée de Mégève. Des gratte-ciel s'élevaient contre le ciel, des gens marchaient à la hâte sur les trottoirs, des voitures remplissaient les avenues. C'était un monde complètement différent et elle se sentit à la fois effrayée et étrangement libre. L'immeuble d'Allemand Enterprises était une tour de verre et d'acier au cœur de la défense. Quand Béatrice entra dans le hall, elle ne put s'empêcher de lever les yeux, impressionnée par l'atrium qui montait sur plusieurs étages, inondé de lumière naturelle. Tout ici respirait le succès, le pouvoir, l'efficacité. Une assistante la conduisit à un ascenseur privé qui montait directement au 40e étage. Béatrice observa son reflet dans les portes en miroir de l'ascenseur et faillit ne pas se reconnaître. Elle portait des vêtements simples, ses cheveux bruns attachés en un chignon désordonné, sans maquillage, sans bijoux. À côté de Valentine, elle avait toujours paru effacée, mais maintenant, seule dans cet ascenseur, regardant sa propre image, elle se demanda pour la première fois depuis des années qui elle était vraiment quand personne ne le lui disait. Les portes s'ouvrirent directement sur un bureau panoramique. Des fenêtres, allant du sol au plafond, offraient une vue spectaculaire de Paris. Et là, debout près de la fenêtre, se tenait Gabriel Allemand. Il était plus jeune que ce à quoi Béatrice s'attendait, peut-être 35 ans, avec des cheveux sombres et des yeux intenses qui semblaient capturer chaque détail. Il y avait en lui une élégance naturelle, une quiétude qui transmettait plus de pouvoir que n'importe quelle démonstration de force n'aurait pu le faire. Il portait un costume impeccable, mais quelque chose dans sa posture suggérait qu'il était parfaitement à l'aise, comme si ce monde de luxe et de pouvoir était simplement sa seconde peau. « Béatrice, dit-il, et il y avait une chaleur sincère dans sa voix. « Merci d'être venue. Je vous en prie, asseyez-vous. » Elle s'assit dans l'un des fauteuils en cuir, les mains jointes sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Gabriel s'assit en face d'elle, non pas derrière l'imposant bureau en acajou, mais dans le fauteuil à côté, éliminant la barrière physique entre eux. « J'imagine que vous êtes perplexe, » commença-t-il, et Béatrice faillit rire car perplexe était un euphémisme colossal. « Laissez-moi être direct. Le mariage ne m'intéresse pas. Il ne m'a jamais intéressé. Votre père est venu m'offrir votre sœur comme si elle était une marchandise. Et je l'ai rejetée parce que Valentine n'est pas le genre de personne avec qui je voudrais passer 5 minutes, encore, moins une vie. » Béatrice cligna des yeux, surprise par sa franchise brutale. « Alors pourquoi m'avez-vous fait venir ici ?» Gabriel se pencha en avant, les yeux fixés sur elle, avec une intensité qui lui coupa le souffle un instant.
Parce que je sais qui vous êtes, Béatrice. Ou devrais-je dire B. Dubois. Le monde sembla basculer sur son axe. Béatrice sentit le sang quitter son visage. Comment le savez-vous? Gabriel sourit, un petit sourire mais sincère. J'ai une équipe de recherche très compétente. Quand votre père est venu m'offrir Valentine, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai enquêté sur la famille de fond en comble. Et j'ai découvert quelque chose de fascinant. Des articles brillants sur l'économie sociale, publiés dans des revues internationales respectées, tous signés par B. Dubois. J'ai suivi l'adresse IP, les comptes de messagerie, les schémas d'écriture. Tout menait à vous. Béatrice ressentit un mélange de terreur et de quelque chose qui pouvait être du soulagement. Ma famille ne le sait pas. Je sais. Et c'est pourquoi vous êtes ici. J'ai lu tous vos articles, Béatrice, chacun d'entre eux, votre travail, sur le développement économique durable dans les communautés marginalisées est révolutionnaire. Votre analyse sur le microcrédit et l'autonomisation des femmes devrait être une lecture obligatoire dans toutes les universités du pays. Vous avez un esprit brillant. Ces mots résonnèrent dans le bureau silencieux. Personne n'avait jamais parlé ainsi à Béatrice. Personne n'avait jamais vu de valeur en elle, reconnu son travail, son intelligence, son existence au-delà des tâches ménagères. Je ne suis pas intéressé par une épouse, poursuivit Gabriel, mais je suis désespérément intéressé par le fait de vous embaucher. J'élargis notre division de développement social et de durabilité. J'ai besoin de quelqu'un pour diriger cette initiative, quelqu'un avec de la vision, de l'intelligence et une passion sincère pour le travail. Je veux que vous soyez ma directrice exécutive du développement social. Béatrice resta complètement immobile. Elle était sûre d'avoir mal entendu. Vous voulez m'embaucher pour un poste de direction? Oui, avec un salaire qui reflète votre compétence, pas votre situation familiale, avec l'autonomie de développer et de mettre en œuvre des programmes, avec les ressources pour faire une réelle différence dans la vie de millions de personnes. Vous avez bâti une réputation universitaire impressionnante en travaillant en secret dans une minuscule chambre. Imaginez ce que vous pouvez faire avec une équipe, avec un financement, avec la liberté. L'offre était trop alléchante pour être réelle, mais Béatrice sentit le poids de la réalité s'abattre sur elle comme une chaîne. « Je ne peux pas », dit-elle, et elle entendit sa propre voix se briser. « Ma mère est malade. Mon père contrôle son traitement. Si je le défie, si j'accepte ça, il lui coupera l'accès aux médicaments. Il la laissera sans soin. Je ne peux pas l'abandonner. » Gabriel resta silencieux un long moment. Puis il se leva, se dirigea vers son bureau et prit un dossier. Il revint et le tendit à Béatrice. « Ouvrez », dit-il doucement. Les mains tremblantes, Béatrice ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des contrats médicaux, des preuves de virements bancaires. Elle commença à lire, d'abord lentement, puis plus vite, les yeux s'écarquillant à chaque ligne. « J'ai transféré l'entière responsabilité du traitement médical de votre mère à la Fondation Allemand », expliqua Gabriel. « Hélène a maintenant accès au meilleur cardiologue du pays, à tous les médicaments dont elle a besoin, à une assurance maladie premium. Tout est payé indéfiniment par la Fondation. Votre père n'a plus aucun contrôle sur sa santé. Il ne peut plus s'en servir comme chantage. » Béatrice le regarda, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « Pourquoi faites-vous ça? Parce que c'est la bonne chose à faire, et parce que je veux que vous travailliez pour moi sans chaîne, sans peur, sans rien qui vous retienne à une vie qui n'aurait jamais dû être la vôtre. Vous méritez la liberté, Béatrice. Vous méritez d'être vue, valorisée, respectée. Et plus que tout, vous méritez la chance d'utiliser vos dons extraordinaires pour faire une différence dans le monde. » Les larmes coulèrent enfin, silencieuses et chaudes, sur les joues de Béatrice. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un lui avait montré une gentillesse sincère. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un avait vu de la valeur en elle en tant que personne, et non en tant que servante. « Alors, vous acceptez ?» demanda Gabriel. Béatrice essuya ses larmes, prit une profonde inspiration et, pour la première fois de sa vie, prit une décision uniquement pour elle-même. « J'accepte. » Gabriel sourit, un sourire large et sincère qui transforma complètement son visage sérieux. « Excellent. Bienvenue dans l'équipe, directrice. Nous allons changer le monde ensemble. »
Ils passèrent les heures suivantes à discuter des détails. Gabriel lui présenta l'équipe qui travaillerait sous sa supervision, lui montra les projets en cours, expliqua les ressources disponibles. Béatrice se surprit à apporter des idées, à faire des suggestions, à discuter de stratégie, comme si elle avait toujours fait ça. C'était naturel, c'était juste, c'était ce pourquoi elle était née. Quand elle quitta enfin l'immeuble à la tombée de la nuit, Béatrice avait un contrat signé, un appartement fourni par l'entreprise et un nouveau téléphone professionnel. Elle avait aussi, pour la première fois depuis des années, de l'espoir. Mais elle savait que le plus dur ne faisait que commencer. Son père n'accepterait pas cela passivement. Robert voyait Béatrice comme une propriété, comme un outil, et les hommes comme lui ne lâchent pas leurs outils sans se battre. Son téléphone personnel sonna. C'était Robert. Elle prit une profonde inspiration et répondit. Alors, sa voix était sèche, exigeante. Qu'est-ce que cet homme a dit? A-t-il réalisé son erreur? Veut-il de Valentine maintenant? Non, papa, dit Béatrice, et sa voix était plus ferme que jamais. Il m'a offert un emploi, et j'ai accepté. Je vais vivre à Paris et travailler pour Allemand Enterprise. Il y eut un silence de mort de l'autre côté de la ligne. Puis l'explosion vint, prévisible comme un orage. Tu as fait quoi? Tu n'as pas la permission d'accepter quoi que ce soit. Tu rentres à la maison immédiatement, espèce d'ingrate. Et ta mère? Je vais couper ses médicaments tout de suite. Non, tu ne le feras pas, dit calmement Béatrice. Le traitement de maman est maintenant sous la responsabilité de la Fondation Allemand. Tu n'as plus aucun contrôle là-dessus. Elle est en sécurité. Et je suis libre. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre, les mains tremblantes mais le cœur étrangement léger. Elle avait franchi une ligne qui ne pourrait jamais être effacée. Et pour la première fois de sa vie, Béatrice n'eut pas peur. Elle sentit le pouvoir. Les premiers jours à Paris furent comme vivre, dans un rêve. L'appartement que l'entreprise lui avait fourni se trouvait dans un immeuble moderne du 15e arrondissement, avec de grandes fenêtres, des meubles confortables et une vue à couper le souffle. Béatrice se réveillait chaque matin en s'attendant encore à être de retour dans sa minuscule chambre à Megève. Et chaque matin, elle était surprise de découvrir que cette nouvelle vie était réelle. Le travail était stimulant et exigeant. Elle passait ses journées en réunion avec des experts, à examiner des propositions de projets, à développer des stratégies pour des programmes de développement communautaire. Gabriel lui avait donné une liberté totale pour façonner la division selon sa vision, et Béatrice découvrit que des années d'études secrètes et d'écriture académique l'avaient parfaitement préparée pour ce moment. Hélène avait été transférée dans un hôpital privé de premier ordre à Paris. Béatrice lui rendait visite tous les jours après le travail, et pour la première fois, elle voyait des couleurs revenir sur le visage de sa mère. Les médecins étaient optimistes. Avec un traitement approprié et sans le stress constant de la vie avec Robert, Hélène s'améliorait visiblement. Mais si Béatrice pensait que Robert accepterait simplement son départ, elle se trompait tragiquement. Le premier appel arriva 3 jours après son installation à Paris. Il était tard dans la nuit, et Béatrice examinait des documents quand son téléphone personnel sonna. Elle hésita en voyant le nom de Robert sur l'écran, mais répondit. « Tu crois que tu peux me défier ?» Sa voix était à la fois de glace et de feu. « Tu crois que tu peux m'humilier et simplement t'enfuir ?»« Je ne me suis pas enfui, papa. J'ai accepté un emploi. »« Tu es ma fille. C'est moi qui décide ce que tu fais. C'est moi qui décide où tu vis. Et tu vas rentrer à la maison maintenant ou je te ferai regretter d'être né. » Avant que Béatrice ne puisse répondre, une autre voix intervint sur la ligne. C'était Gabriel. « Monsieur Robert, cet appel est enregistré. Toute menace supplémentaire sera transmise aux autorités compétentes. Béatrice est une adulte et a fait un choix professionnel légitime. Je vous suggère de le respecter. »« Pour qui vous prenez-vous » cria Robert. « Vous avez volé ma fille. Vous l'avez manipulée. Je lui ai donné une opportunité qu'elle a méritée par son propre mérite. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Et je vous suggère de vous occuper de vos propres affaires également. » Gabriel raccrocha avant que Robert ne puisse répondre. Béatrice regarda son téléphone confuse. « Comment étiez-vous sur la ligne ?»« J'ai donné des instructions pour que tous vos appels soient surveillés, » expliqua Gabriel quand elle le rappela sur son numéro professionnel.
Je me doutais que votre père n'accepterait pas les choses pacifiquement. Je veux m'assurer que vous êtes protégé. » Et Béatrice réalisa que, pour la première fois de sa vie, quelqu'un se souciait sincèrement de sa sécurité et de son bien-être, pas comme un outil ou une propriété, mais comme une personne. Mais Robert ne s'arrêta pas aux appels. 2 jours plus tard, alors que Béatrice était dans une réunion importante avec des partenaires potentiels pour un projet dans les cités de la banlieue de Marseille, son assistante entra dans la salle avec une expression inquiète. « Désolé de vous interrompre, mais il y a une situation, vous devez voir ça. » Dans le hall de l'immeuble, une petite foule s'était formée. Béatrice descendit et trouva Robert et Valentine entourés de journalistes et de caméras. Son estomac se noua. « Ma fille a été enlevée », disait Robert aux caméras, la voix chargée d'une fausse angoisse. « Elle est jeune, naïve, vulnérable. Ce milliardaire l'a manipulée, a profité de son innocence. Il l'a kidnappée à notre famille. » Valentine se tenait à ses côtés, impeccablement vêtue, des larmes artificielles coulant sur son visage. « Béatrice a toujours été si fragile, si influençable. Nous sommes désespérés de la ramener à la maison où elle sera en sécurité. » Béatrice resta paralysée, assistant à cette performance. Il construisait un récit complètement faux, la dépeignant comme une victime sans défense et Gabriel comme un prédateur. Et les journalistes gobaient chaque mot. « Sécurité, faites sortir ces gens d'ici immédiatement. » Une voix autoritaire trancha le chaos. C'était Gabriel sortant de l'ascenseur avec son équipe juridique. « Et convoquez la presse, nous allons faire une déclaration officielle. » 1 heure plus tard, la salle de conférence du 30e étage était bondée de journalistes. Gabriel était au pupitre, calme et maîtrisé, mais il y avait de l'acier dans sa voix. « Bonjour. Je souhaite aborder directement les allégations absurdes faites par M. Robert Dubois plus tôt aujourd'hui. Béatrice Dubois n'a été ni kidnappée, ni manipulée, ni contrainte de quelque manière que ce soit. C'est une professionnelle adulte hautement qualifiée qui a accepté volontairement un poste de direction dans cette entreprise, basé uniquement sur son mérite extraordinaire. » Il fit un geste et l'écran derrière lui s'alluma, montrant des couvertures de revues universitaires, des titres d'articles, des citations d'experts. Béatrice Dubois, sous le pseudonyme de B. Dubois, est l'auteur de certains des travaux les plus innovants en économie sociale de ces 5 dernières années. Elle a publié dans des revues internationales prestigieuses. Elle a été citée par des lauréats du prix Nobel. Elle est, sans exagération, l'un des esprits les plus brillants de sa génération. La salle devint absolument silencieuse. Béatrice, assise à côté de Gabriel, sentit tous les yeux sur elle. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. « Et maintenant ?» Gabriel se tourna vers elle avec un regard encourageant. « J'aimerais que Béatrice parle pour elle-même. » Les jambes tremblantes, Béatrice se leva et se dirigea vers le pupitre. Les flashs des appareils photo étaient aveuglants. Elle pouvait voir Robert et Valentine au fond de la salle, les visages figés dans des expressions de choc et d'horreur. « Mon nom est Béatrice Dubois », commença-t-elle, et sa voix était étonnamment ferme. « Pendant des années, j'ai vécu comme une ombre dans la maison de mon père. J'ai été traitée non pas comme une fille, mais comme une employée. J'ai été ridiculisée, rabaissée et rendue invisible. Mais ce que ma famille n'a jamais su, c'est que pendant tout ce temps, j'étudiais, j'écrivais, je construisais une carrière universitaire qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. » Elle prit une profonde inspiration, sentant un courage qu'elle ne s'était jamais connu. « Mon père n'est pas ici par souci pour moi. Il est ici parce qu'il a perdu le contrôle sur moi. Pendant des années, il a utilisé la maladie de ma mère comme chantage, menaçant de couper l'accès au traitement médical chaque fois que quelqu'un dans la famille lui déplaisait. C'était une manière cruelle et efficace de nous maintenir prisonniers. » Des exclamations étouffées parcoururent la salle. Les journalistes se mirent à écrire frénétiquement. « Mais maintenant, ma mère reçoit des soins médicaux appropriés grâce à la fondation Allemand. Elle est en sécurité. Et je suis enfin libre de vivre ma propre vie, d'utiliser mes talents, de contribuer à la société de la manière dont j'ai toujours rêvé. Je ne suis pas une victime. Je suis une femme adulte qui fait des choix éclairés sur son propre avenir. » Elle regarda directement Robert et pour la première fois de sa vie ne baissa pas les yeux. « Monsieur Gabriel Allemand ne m'a pas manipulé, il m'a libéré.
Il a vu de la valeur en moi quand ma propre famille ne voyait que de la honte. Et pour cela, je lui serai éternellement reconnaissante. » La salle explosa de questions. Robert tenta de crier par-dessus le bruit, mais les journalistes se tournaient déjà vers lui avec des expressions sceptiques. Le récit s'était complètement inversé. Valentine tira sur le bras de Robert. « Partons, papa, c'est un désastre. » Ils quittèrent l'immeuble, poursuivis par les caméras et les questions agressives. Béatrice les regarda partir, ressentant un mélange complexe de soulagement et de tristesse. Il n'y avait aucun plaisir à exposer sa famille publiquement, mais c'était nécessaire. C'était le seul moyen de se protéger, de protéger sa mère, de s'assurer que la vérité soit connue. « Vous avez été incroyable, » dit Gabriel après le départ de la presse. « Je sais que ce n'était pas facile. » Non, mais c'était nécessaire. Dans les jours qui suivirent, l'histoire explosa dans tous les médias. Béatrice Dubois, l'universitaire secrète, la fille rejetée qui a bâti une brillante carrière dans l'ombre. Les gens étaient fascinés, et plus l'histoire se répandait, plus il devenait difficile pour Robert de maintenir un quelconque récit de victimisation. Mais Béatrice savait que ce n'était pas la fin. Robert était trop fier, trop cupide, trop contrôlant pour simplement abandonner. Et Valentine, élevée à l'image de son père, partageait sa soif de vengeance. Il reviendrait. Ce n'était qu'une question de quand et comment. Pour l'instant, cependant, Béatrice s'autorisa à respirer. Elle s'autorisa à apprécier l'appartement ensoleillé, le travail plein de sens, les après-midi avec sa mère qui devenait plus forte chaque jour. Elle s'autorisa, pour la première fois, à imaginer un avenir où elle ne serait pas définie par sa famille, mais par ses propres accomplissements. Elle était au bureau tard un soir examinant des propositions pour un nouveau programme de formation professionnelle quand Gabriel entra. « Encore au travail ? Il est presque minuit. » Béatrice sourit. « Je pourrais dire la même chose de vous. » Touché. Il s'assit sur la chaise en face de son bureau. « Comment vous adaptez-vous ? Je sais que ça a été beaucoup. »« Ça l'a été, » admit Béatrice. « Mais ça a aussi été merveilleux. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être au bon endroit, de faire ce que je suis censé faire. »« Votre place est ici, » dit Gabriel avec conviction. « Et peu importe ce que votre père essaie, peu importe les jeux auxquels il joue, vous avez mon soutien total. Nous l'affronterons ensemble. » Ensemble, le mot résonna en Béatrice. Elle n'avait jamais eu de « ensemble » auparavant. Elle avait toujours été seule, toujours isolée. Mais maintenant, elle avait des alliés, du soutien, des gens qui croyaient en elle. « Merci, Gabriel, » dit-elle doucement. « Pour tout, de m'avoir vu quand personne d'autre ne le faisait, de m'avoir donné cette chance, de m'avoir aidé à libérer ma mère. Je ne l'oublierai jamais. Vous n'avez pas à me remercier. Vous l'avez mérité par vous-même. J'ai seulement ouvert la porte. C'est vous qui la franchissez avec votre propre force. » Et tandis que Béatrice rentrait chez elle ce soir-là, traversant les rues illuminées de Paris, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle se sentait vue. Elle se sentait valorisée. Elle sentait enfin qu'elle comptait. Mais en coulisses, loin des yeux de Béatrice, Robert et Valentine préparaient déjà leur prochain coup. Et cette fois, ils ne commettraient pas l'erreur de sous-estimer la fille qu'ils avaient toujours ignorée. Les semaines suivantes apportèrent de nouveaux défis que Béatrice n'avait pas anticipés. La couverture médiatique avait été en grande partie positive, mais elle avait aussi rendu sa présence dans l'entreprise très visible. Et tout le monde n'était pas heureux de son ascension fulgurante. La résistance venait d'endroits inattendus. Des collègues qui travaillaient dans l'entreprise depuis des années la regardaient avec un ressentiment à peine dissimulé. Comment elle, une inconnue sans diplôme officiel en administration, sans expérience professionnelle préalable, avait-elle pu être placée si rapidement à un poste de direction? Béatrice entendait les chuchotements dans les couloirs, sentait les regards quand elle entrait dans les salles de réunion. « C'est sa protégée », disait-il. « Elle n'est là que parce que Gabriel Allemand s'intéresse à elle. Elle n'a pas de réelle qualification. » Les mots faisaient mal car ils touchaient à des insécurités qu'elle portait depuis des années. Une partie d'elle, cette partie que son père avait façonnée avec une cruauté constante, murmurait qu'ils avaient peut-être raison, peut-être qu'elle ne méritait pas d'être là. Mais ensuite, elle regardait les projets qu'elle développait, lisait les rapports d'impact,
voyait les communautés que ses programmes aidaient, et elle savait que son travail parlait de lui-même. Sa place était ici non par favoritisme, mais par compétence. Le plus grand obstacle, cependant, vint d'un endroit que Béatrice n'attendait pas. Julie Ferrière, l'assistante personnelle de Gabriel. Julie avait 30 ans et travaillait pour Gabriel depuis 5 ans. Elle était efficace, élégante et complètement dévouée à son patron. Trop dévouée, réalisa rapidement Béatrice. Julie ne voyait pas seulement Gabriel comme un employeur, mais comme quelque chose de plus. Il y avait de la possessivité dans la façon dont elle gardait son temps, dont elle parlait de lui, dont ses yeux le suivaient dans toutes les réunions. Et maintenant, Béatrice, avec son histoire dramatique et son accès constant à Gabriel, était perçue comme une menace. Les premiers sabotages furent subtils. Des réunions mal planifiées, si bien que Béatrice arrivait dans des salles vides, des documents importants qui n'arrivaient jamais sur son bureau, des emails qui se perdaient mystérieusement. Rien qui ne puisse être prouvé, mais assez pour créer des difficultés constantes. Béatrice tenta de parler directement à Julie. Elles étaient dans le couloir près du bureau de Gabriel quand Béatrice l'aborda. « Julie, pouvons-nous parler ?» Julie se retourna, son sourire professionnel parfaitement en place. « Bien sûr, Béatrice. De quoi avez-vous besoin ?»« J'ai remarqué quelques problèmes de communication ces derniers. Tant. Des documents qui n'arrivent pas, des réunions avec des horaires erronés. Pensez-vous que vous pourriez vérifier les systèmes ?» Le sourire de Julie ne vacilla pas, mais ses yeux devinrent froids. « Oh, quel dommage! Vous savez ce que c'est la technologie. Parfois, les choses ne fonctionnent tout simplement pas comme elles le devraient. Je vais y jeter un œil. » Mais rien ne changea. Au contraire, les sabotages devinrent plus fréquents. Le point de rupture arriva quand Julie approcha Béatrice avec une invitation inattendue. Il y avait un dîner de gala de charité dans un hôtel, 5 étoiles le samedi suivant. Tous les cadres de l'entreprise seraient présents. « Ce serait une excellente occasion pour vous de vous mêler aux autres leaders du secteur, » dit Julie avec ce sourire parfait. « Nouer des contacts, vous savez. Gabriel pense que vous devriez y aller. » Béatrice hésita. Elle n'avait pas de tenue appropriée pour un tel événement. Elle avait à peine des vêtements autres que les pièces basiques qu'elle avait apportées de la maison et quelques ensembles professionnels bon marché qu'elle avait achetés les premières semaines. « Je ne sais pas si j'ai quelque chose d'approprié. Apportez. »« Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, » dit Julie, et Béatrice aurait dû percevoir le piège dans la douceur de sa voix. « C'est juste un dîner décontracté. Rien de très formel. » Bien sûr, c'était un mensonge. Quand Béatrice arriva à l'hôtel ce samedi-là, portant sa plus belle robe, qui était encore clairement inappropriée, elle réalisa immédiatement son erreur. La salle de bal brillait de lustres en cristal. Les femmes portaient des robes de créateurs qui coûtaient plus que le salaire d'1 an de Béatrice, dans n'importe quel emploi normal. Les hommes portaient des smokings impeccables. Et là se trouvait Julie, éblouissante dans une robe de soie rouge, souriante en voyant Béatrice. « Oh, Béatrice, vous êtes venue. Quel choix de tenue intéressant. » Béatrice sentit ses joues brûler. Des regards curieux et quelques ricanements étouffés vinrent des groupes voisins. Elle était sur le point de faire demi-tour et de partir quand une voix familière parla derrière elle. « Béatrice, désolée pour le retard. » Gabriel était là, impeccable dans son smoking, mais ses yeux étaient inquiets quand il la regarda. « Julie ne vous a pas dit que j'avais envoyé des stylistes à votre appartement cet après-midi ?» Béatrice cligna des yeux confuse. « Des stylistes ?» Gabriel se tourna vers Julie, sa voix soudainement glaciale. « Julie, vous n'avez pas transmis mon message ?» Julie ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. « J'ai dû oublier, monsieur Allemand. J'ai été si occupé. »« Je vois. » Gabriel n'en dit pas plus, mais le message était clair. Il savait exactement ce que Julie avait fait. « Béatrice, venez avec moi. Nous allons régler ça. » 20 minutes plus tard, Béatrice était dans une suite de l'hôtel avec 3 stylistes que Gabriel avait convoqués. Ils travaillèrent rapidement, la transformant. La robe qu'ils choisirent était élégante, mais pas ostentatoire, dans un ton de bleu profond qui mettait en valeur ses yeux. Ils lui coiffèrent les cheveux, appliquèrent un maquillage subtil mais efficace. Quand Béatrice se regarda enfin dans le miroir, elle ne reconnut pas la femme qui la regardait. Ce n'était pas la transformation physique qui la choqua, mais quelque chose dans ses yeux.
Il y avait de la confiance là. Il y avait de la force. Elle redescendit dans la salle de bal au bras de Gabriel. Les conversations s'arrêtèrent quand ils entrèrent. Julie, qui était au centre d'un groupe de cadres, se figea. Le dîner se déroula bien jusqu'au moment des discours. Béatrice discutait avec un groupe d'hommes d'affaires de programmes de développement durable quand Julie monta sur scène pour faire des annonces. « Et maintenant, dit Julie au micro, son sourire aussi acéré qu'un couteau, j'aimerais saluer certains de nos invités spéciaux de ce soir. Nous avons des leaders de l'industrie, des innovateurs, des philanthropes. Et nous avons aussi Béatrice Dubois, notre plus récent projet de charité. » La salle devint silencieuse. Béatrice sentit le sang se glacer. Julie continua, la voix douce comme du miel empoisonné. « C'est si inspirant de voir comment Monsieur Allemand aide les moins fortunés. Béatrice vient de, comment dire, circonstances modestes, et Gabriel lui a généreusement donné une opportunité. C'est vraiment un témoignage de sa bonté qu'il soit prêt à risquer la réputation de l'entreprise pour quelqu'un de si, eh bien, inexpérimenté. » Des rires nerveux parcoururent la salle. Béatrice sentit la panique monter dans sa gorge. C'était exactement le genre d'humiliation publique qu'elle avait endurée à la maison. Cela se reproduisait, mais maintenant sur une plus grande scène, devant des gens dont elle avait besoin du respect. Elle sentit Gabriel bouger à ses côtés, prêt à intervenir, mais Béatrice posa une main sur son bras. Non, cette fois, elle se battrait pour elle-même. Béatrice se leva et se dirigea vers la scène d'un pas ferme. Julie la regarda avec surprise quand elle monta et prit gentiment le micro de ses mains. « Merci Julie pour cette introduction intéressante. » Béatrice se tourna vers le public et sa voix était claire et ferme. « Il est vrai que je viens de circonstances difficiles, mais j'aimerais clarifier quelque chose. Je ne suis pas un projet de charité. Je suis une professionnelle qualifiée qui a obtenu son poste par le mérite. » Elle fit un signe à l'équipe technique qui projeta rapidement sur l'écran derrière elle les titres de ses articles universitaires. J'ai publié 17 articles dans des revues internationales à comité de lecture au cours des 4 dernières années. Mon travail sur le développement économique durable a été cité par 3 lauréats du prix Nobel. J'ai été invité à prendre la parole lors de conférences dans 6 pays. La salle était maintenant complètement silencieuse, tous les yeux fixés sur l'écran. Et quant à mon inexpérience en entreprise, il est vrai que je n'ai jamais travaillé dans un bureau auparavant, mais j'ai travaillé. Oh, comme j'ai travaillé. Elle laissa une touche d'émotion entrer dans sa voix. J'ai travaillé depuis l'âge de 15 ans, tenant une maison, m'occupant d'une mère malade, tout en étudiant secrètement et en construisant une carrière universitaire que personne autour de moi ne savait que j'avais. Si ce n'est pas de l'expérience en multitâche, en gestion du temps et en persévérance sous pression, alors je ne sais pas ce que c'est. Les applaudissements commencèrent, d'abord hésitants, puis plus forts. Des gens se levèrent. Béatrice regarda Julie, qui était pâle, puis Gabriel, qui souriait avec fierté. « Alors oui, » continua-t-elle, « je suis reconnaissante envers Monsieur Allemand, non pas pour la charité, mais pour avoir reconnu le talent là où d'autres ne voyaient qu'une employée, pour avoir valorisé l'intelligence et le travail acharné au-dessus du pédigré et de l'apparence, et pour m'avoir donné la plateforme pour enfin utiliser mes dons afin de faire une réelle différence dans le monde. » L'ovation fut assourdissante. Béatrice descendit de la scène et fut immédiatement entourée de gens voulant discuter, poser des questions, échanger des cartes de visite. Julie avait discrètement disparu dans la foule. Plus tard, alors que l'événement se terminait, Gabriel trouva Béatrice sur le balcon, regardant les lumières de la ville. « Vous avez été magnifique, » dit-il. « C'était terrifiant, » admit Béatrice. « Mais c'était aussi libérateur. Pour la première fois, je me suis défendue publiquement. Je n'ai pas attendu que quelqu'un me sauve. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous êtes plus que capable de mener vos propres batailles. » Il hésita, puis continua. « Je vais devoir licencier Julie. Ce qu'elle a fait est inacceptable. » Béatrice resta silencieuse un moment. Elle n'en tirait aucun plaisir, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas travailler dans un environnement où elle était activement sabotée. « Je comprends. C'est la bonne décision. » Dans les jours qui suivirent, l'histoire du discours de Béatrice se répandit. Des vidéos devinrent virales sur les réseaux sociaux. Elle commença à recevoir des invitations pour des conférences, des interviews, des collaborations universitaires.
Mais le succès amena de nouveaux dangers, car tandis que Béatrice gagnait en respect et en reconnaissance, Robert et Valentine observaient depuis l'ombre, leur colère grandissant. Et Julie, licenciée et humiliée, était plus que disposée à se joindre à eux en quête de vengeance. La tempête se formait, et Béatrice, au centre de sa nouvelle vie triomphante, n'avait aucune idée de sa puissance dévastatrice. 3 mois s'étaient écoulés depuis le dîner de gala et Béatrice sentait enfin qu'elle trouvait son rythme. Sa division de développement social était en plein essor. Les projets qu'elle avait mis en œuvre dans des communautés rurales isolées des Cévennes et dans des cités de la banlieue de Marseille montraient des résultats impressionnants. Les taux d'emploi augmentaient, des familles sortaient de l'extrême pauvreté, des enfants avaient accès à une éducation de qualité. La grande présentation était prévue pour dans 2 semaines. Béatrice présenterait les résultats de son travail devant un auditorium rempli d'investisseurs, de partenaires internationaux et de médias. C'était la chance d'obtenir un financement massif pour étendre les programmes à travers tout le pays. Elle avait travaillé sans relâche sur la présentation, chaque diapositive soigneusement élaborée, chaque donnée rigoureusement vérifiée. Ce que Béatrice ne savait pas, c'est que pendant qu'elle travaillait sur sa présentation, une conspiration se formait dans l'ombre. Julie, Ferrière avait quitté l'entreprise en disgrâce, mais elle n'avait pas disparu. Elle avait loué un petit appartement à Paris, vivant de ses économies tout en nourrissant son ressentiment. Comment Gabriel avait-il pu choisir cette intruse, plutôt qu'elle? Julie avait consacré 5 ans de sa vie à cette entreprise, à cet homme, et avait été jetée comme si elle ne valait rien. C'est dans un café obscur du 15e arrondissement que Julie trouva des alliés improbables. Valentine Dubois était assise seule, feuilletant des magazines de mode avec une expression amère. Julie la reconnut grâce aux photos qu'elle avait vues lors de la couverture médiatique de l'ascension de Béatrice. « Vous êtes sa sœur, n'est-ce pas ?» Julie s'approcha de la table. Valentine leva les yeux, le regard acéré. « Et vous êtes l'assistante qui a été licenciée. J'ai entendu parler de vous. » Elles commandèrent un café et au cours de l'heure suivante, découvrirent qu'elles partageaient un ennemi commun et un désir de vengeance tout aussi intense. « Elle a volé ma vie, » dit Valentine, la voix tremblante de colère contenue. « J'étais la belle-fille, la fille parfaite. J'aurais dû épouser Gabriel Allemand. J'aurais dû vivre dans le luxe, être admirée et enviée. Mais cette chose laide est apparue et a tout détruit. » Julie se pencha en avant. « Elle m'a volé Gabriel. J'étais si proche. Encore quelques mois et il aurait réalisé que j'étais le bon choix. Mais ensuite, elle est arrivée avec ses histoires tristes et il est devenu obsédé par l'idée de la sauver. » Les 2 femmes se regardèrent et une entente silencieuse passa entre elles. « Nous devons la détruire, » dit simplement Valentine. « Complètement. Pas seulement sa réputation, mais toute la fausse vie qu'elle s'est construite. » Julie sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « J'ai une idée. » Quelques jours plus tard, Robert Dubois apparut dans le même café. Valentine avait organisé la rencontre. Le père était plus maigre, plus amer. L'exposition publique avait ruiné sa réputation sociale. Des amis s'étaient éloignés, des opportunités d'affaires s'étaient évaporées. Il en voulait à Béatrice pour tout. Quand Julie expliqua le plan, Robert écouta avec un intérêt et une approbation croissants. C'était cruel, c'était public, et si ça fonctionnait, ça détruirait Béatrice si complètement qu'elle ne s'en remettrait jamais. Le plan exigeait un timing parfait et un accès à des informations internes. Julie, bien qu'ayant été licenciée, avait encore des contacts dans l'entreprise, des personnes qu'elle avait aidées au fil des ans et qui lui devaient des faveurs. C'est par l'un de ces contacts qu'elle découvrit les détails de la grande présentation de Béatrice. Elle découvrit aussi quelque chose de plus précieux. Béatrice avait l'habitude de laisser son ordinateur portable au bureau certaines nuits, enfermé dans un tiroir. Le système de sécurité avait des angles morts, et le contact de Julie avait accès au code des portes. Pendant ce temps, Béatrice était complètement inconsciente du danger. Elle passait ses nuits à finaliser la présentation, ses journées en réunion préparatoire. La pression était intense, mais elle se sentait pleine d'énergie. Ce serait son moment de prouver, non seulement aux autres, mais à elle-même, qu'elle était capable de grandes choses. Hélène s'était tellement améliorée que les médecins parlèrent de sa sortie de l'hôpital prochaine.
L'idée d'avoir sa mère vivant près d'elle, en sécurité et en bonne santé, remplissait Béatrice de joie. Elle pourrait enfin construire la relation qu'elle n'avait jamais eu la chance d'avoir quand Robert contrôlait tout. Une semaine avant la présentation, Béatrice travailla tard pour revoir les diapositives finales. Il était presque 11 heures du soir quand elle sauvegarda enfin le document et décida de laisser l'ordinateur portable au bureau. Elle serait de retour tôt le lendemain matin de toute façon. Ce qu'elle ne vit pas, c'est la silhouette encapuchonnée qui entra dans le bâtiment 2 heures plus tard, utilisant un badge cloné. Elle ne vit pas cette silhouette désactiver les caméras de sécurité à l'étage de la direction. Elle ne vit pas le tiroir de son bureau être forcé, l'ordinateur portable être allumé, des fichiers être copiés et remplacés. Le matin, quand Béatrice ouvrit son ordinateur portable, elle ne remarqua rien de différent. La présentation était là apparemment intacte. Elle la relut une dernière fois, satisfaite de son travail. Dans les jours qui suivirent, la tension monta. Les médias couvraient l'événement imminent. Béatrice était devenue une figure publique, un symbole de résilience et de triomphe sur l'adversité. La pression pour réussir était immense. Gabriel remarqua le stress de Béatrice. Ils étaient dans son bureau 2 jours avant la présentation quand il lui dit « Vous vous mettez trop la pression. Vous avez déjà revu cette présentation 1000 fois. Elle est parfaite. Je veux juste être sûr que tout est parfait, » dit Béatrice en se frottant les yeux fatigués. « C'est la plus grande opportunité que j'ai jamais eue. Je ne peux pas la gâcher. » « Vous n'allez pas la gâcher. Votre travail parle de lui-même. Les données sont irréfutables. Les investisseurs seront impressionnés. » Si seulement Gabriel avait su à quel point il se trompait. La veille de la présentation, Julie, Robert et Valentine se rencontrèrent une dernière fois. Le plan était en marche. Julie avait les fichiers de remplacement prêts, des images humiliantes qu'elle avait obtenues grâce à ses contacts, des photos de Béatrice à l'époque où elle servait la famille, portant des tabliers et des plateaux. Elle avait aussi de faux messages, soigneusement fabriqués pour ressembler à une correspondance romantique entre Béatrice et Gabriel, suggérant que leur relation était bien plus que professionnelle. « Demain, dit Julie, quand Béatrice allumera le projecteur, ce sont ces images qui apparaîtront. Pas ces diapositives professionnelles, mais des photos d'elle en tant que domestique. Des messages suggérant qu'elle a couché pour arriver au sommet. Devant les investisseurs, les médias, tout le monde. Et nous serons là, ajouta Robert. Valentine et moi ferons irruption avec des équipes de reportage que j'ai déjà engagées. Nous la sauverons publiquement, prouverons qu'elle a été manipulée, que Gabriel l'utilise. Le scandale les détruira tous les deux. Valentine sourit, satisfaite. Enfin, cette souillon retournera à sa place, et j'aurai ma vengeance. Le jour de la présentation se leva, clair et ensoleillé. Béatrice se réveilla tôt, l'estomac noué de nervosité, mais aussi d'excitation. Elle enfila son plus beau tailleur, un ensemble bleu marine que Gabriel avait insisté pour qu'elle accepte comme cadeau. Elle se regarda dans le miroir et vit non pas la jeune fille peu sûre d'elle d'il y a quelques mois, mais une professionnelle confiante, prête à présenter son travail. L'auditorium d'Allemand Enterprises était immense, pouvant accueillir 500 personnes. Quand Béatrice arriva, il était déjà à moitié plein. Des investisseurs du monde entier, des représentants d'ONG, des journalistes, tous discutaient avec animation. L'énergie était palpable. Gabriel la rejoignit en coulisses. « Prête ? Plus que prête, » dit Béatrice, et elle y croyait. Dehors, cachés parmi la foule qui entrait encore, se trouvaient Robert, Valentine et Julie. Robert avait amené 2 caméramans déguisés. Julie avait son téléphone prêt à filmer. Valentine portait des lunettes de soleil, nerveuse mais excitée. « Ça va bientôt commencer », murmura Julie. « Quand les images apparaîtront et que la confusion commencera, vous entrez. Vous sauvez Béatrice. Vous créez le chaos. Les médias vont adorer. » Les lumières de l'auditorium s'éteignirent. Gabriel monta sur scène pour faire l'introduction. Il présenta Béatrice avec des mots chaleureux et sincères, soulignant ses réalisations, son caractère, sa vision. Le public applaudit lorsque Béatrice monta sur scène. Elle sourit, prit une profonde inspiration et cliqua sur la télécommande pour commencer la présentation. Et c'est alors que tout s'effondra. La première image qui apparut sur l'écran géant n'était pas un graphique d'impact économique.
C'était une photo de Béatrice à 17 ans, portant un tablier usé, transportant des assiettes dans la maison de son père. La deuxième était pire, la montrant à genoux en train de nettoyer le sol. Puis vinrent les faux messages, projetés pour que tout l'auditorium puisse les voir, des insinuations et des suggestions d'une relation inappropriée. L'auditorium explosa en murmures choqués. Béatrice resta figée, la télécommande tombant de ses mains. Elle regarda l'écran, les images qui n'étaient pas ses diapositives, et sentit le monde s'effondrer autour d'elle. C'était l'humiliation finale, le cauchemar ultime, et cela se passait devant des centaines de personnes, retransmis en direct à des milliers d'autres en ligne. Et c'est à ce moment, au point le plus bas de Béatrice, que les portes de l'auditorium s'ouvrirent violemment et que Robert et Valentine entrèrent avec leurs caméras, prêts à porter le coup de grâce. Le chaos s'empara de l'auditorium. Robert avançait dans l'allée centrale comme un justicier vengeur, Valentine à ses côtés, les caméras capturant chaque instant. Sa voix tonnait par-dessus le tumulte du public choqué. « Ma fille, je suis venu la sauver de cet homme qui l'a manipulée et utilisée. Elle est la victime d'un prédateur qui a profité de son innocence. » Sur scène, Béatrice était paralysée, regardant les images horribles à l'écran et son père qui avançait vers elle. C'était le pire moment de sa vie. Toutes ses réalisations détruites publiquement, toutes les anciennes humiliations ressurgissant de manière amplifiée. Elle pouvait voir Julie au fond de la salle, souriant triomphalement. Elle pouvait voir le choc et la confusion sur les visages des investisseurs. Gabriel montait sur scène pour intervenir quand une voix puissante résonna dans le système de sonorisation. « Asseyez-vous, tous !» La voix était féminine, autoritaire, et portait un poids qui fit même s'arrêter Robert au milieu de l'allée. Des coulisses de la scène émergea une femme élégante d'une 60aine d'années, impeccablement vêtue, les cheveux grisonnants attachés en un chignon sophistiqué. C'était Thérèse Allemand, la mère de Gabriel et la matriarche de la famille. Elle apparaissait rarement lors d'événements publics, préférant rester en coulisses, mais sa présence commandait un respect absolu. Thérèse se dirigea d'un pas mesuré vers le centre de la scène, ramassa le micro que Béatrice avait laissé tomber et regarda Robert avec une expression qui aurait pu geler l'enfer. « Monsieur Robert Dubois, dit-elle, chaque mot lourd comme du plomb. Comme il est intéressant que vous choisissiez ce moment pour votre sauvetage dramatique, comme il est pratique que vous ayez amené des caméras, comme il est opportun que cela coïncide avec la présentation la plus importante de la carrière de Béatrice. Ma fille a été manipulée, tenta de reprendre le contrôle du récit Robert. Cet homme, votre fils, a profité d'une jeune femme vulnérable. Vulnérable? Thérèse haussa un sourcil. La jeune femme qui a publié 17 articles universitaires acclamés internationalement, qui a construit une carrière secrète tout en étant traitée comme une servante dans votre maison. Cela ne ressemble pas à de la vulnérabilité, monsieur Dubois. Cela ressemble à une force extraordinaire. Elle fit un geste vers l'équipe technique. Heureusement, j'ai quelque chose qui pourrait éclaircir cette situation. Vous voyez, j'ai assisté à la réunion initiale entre monsieur Dubois et mon fils il y a quelques mois. Et moi, étant une femme prudente, je me suis assuré que cette réunion soit enregistrée. L'écran géant clignota, les images humiliantes disparaissant. À leur place apparut l'enregistrement de la salle de réunion de Gabriel, daté de plusieurs mois. L'image était d'une clarté cristalline, le son parfait. Dans l'enregistrement, Robert et Valentine entrèrent dans la pièce. Robert vendait Valentine comme une marchandise, énumérant ses qualités comme s'il négociait du bétail. Sa beauté, son obéissance, comment elle serait une épouse parfaite pour rehausser le statut de Gabriel. Gabriel, dans l'enregistrement, écoutait avec une expression de plus en plus froide. Quand Robert termina son discours, Gabriel dit avec une clarté dévastatrice « Monsieur Dubois, votre fille aînée est l'une des personnes les plus vides et cruelles que j'ai jamais rencontrées. 5 minutes de conversation avec elle ont suffi pour me rendre compte qu'elle n'a pas une seule pensée originale ni un gramme de compassion dans son corps. » Le public laissa échapper des exclamations audibles. Dans la salle, Valentine était devenue blanche comme un linge. L'enregistrement continua. « Mais j'ai entendu parler de votre autre fille, » disait Gabriel à l'écran. « J'ai retrouvé les articles de B. Dubois. Ils sont brillants, révolutionnaires. Si vous voulez une quelconque alliance avec moi, ce sera en amenant Béatrice, le vrai joyau de votre famille que vous traitez comme un déchet. » Robert, dans l'enregistrement, avait ri avec dédain. « C'est inutile.
Vous plaisantez, mais si vous insistez, je l'enverrai. Ce sera utile pour que vous réalisiez à quel point Valentine est supérieure en comparaison. » L'enregistrement se termina. Le silence dans l'auditorium était absolu. Tous les yeux se tournèrent vers Robert, dont le visage était passé du rouge de la colère au blanc de la panique. « Alors, » dit Thérèse, sa voix tranchante comme de l'acier, « ce n'est pas mon fils qui a manipulé Béatrice. C'est vous, monsieur Dubois, qui avez tenté de manipuler la situation pour votre propre profit. Vous qui avez vendu vos filles comme des marchandises. Vous qui, lorsque votre plan a échoué, avez créé ce spectacle pathétique de sauvetage. » Béatrice, toujours sur scène, sentit des larmes de soulagement commencer à couler. Mais le spectacle n'était pas encore terminé. Les portes de l'auditorium s'ouvrirent à nouveau, mais cette fois, c'était une entrée différente. Hélène Dubois entra, soutenue par une infirmière mais marchant sur ses propres jambes, plus forte que Béatrice ne l'avait vue depuis des années. Sa mère traversa l'auditorium avec une dignité silencieuse, monta les marches de la scène et se tint aux côtés de Béatrice. Robert se figea en voyant sa femme. « Hélène !» Hélène prit un micro que lui tendit Thérèse et regarda l'homme avec qui elle avait été mariée pendant plus de 25 ans. Quand elle parla, sa voix était faible mais ferme, chaque mot coûtant un effort mais portant une vérité absolue. « Pendant 25 ans, je t'ai regardé détruire notre plus jeune fille. Je t'ai vu l'humilier, la rabaisser, la traiter comme si elle était invisible. Et je n'ai rien fait, parce que tu contrôlais ma vie à travers ma maladie. Tu menaçais de couper mes médicaments, mon traitement, chaque fois que quelqu'un te défiait. » Elle s'arrêta pour respirer, l'infirmière s'approchant avec inquiétude, mais Hélène lui fit signe de rester où elle était. « Tu as façonné Valentine à ton image, la transformant en quelqu'un d'aussi cruel et vide que toi. Mais Béatrice, ma douce Béatrice, a résisté. Elle est restée gentille, intelligente, compatissante, malgré tout ce que tu lui as fait. Et quand elle a enfin eu la chance de s'échapper, elle s'est envolée. » Hélène se tourna vers le public, des larmes coulant sur son visage pâle. « Ma fille n'a pas été manipulée ou utilisée. Elle a été reconnue. Gabriel Allemand a vu ce que son propre père n'a jamais pris la peine de chercher. Un esprit brillant, un cœur pur, une personne extraordinaire qui méritait une chance de briller. » Robert tenta une dernière fois de reprendre le contrôle. « Tu es malade, Hélène. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu es influencée. » Mais sa voix sonnait faible maintenant, désespérée. Et quand des agents de sécurité commencèrent à s'avancer dans sa direction, il réalisa qu'il avait perdu, complètement, irrévocablement perdu. Thérèse reprit le commandement. « Monsieur Dubois, mademoiselle Valentine Dubois et madame Julie Ferrière, » dit-elle, en désignant Julie qui tentait de se faufiler vers la sortie. « Vous avez commis une violation de propriété privée, un sabotage d'entreprise, de la diffamation et une tentative de fraude. Nous avons tout sur les enregistrements de sécurité, y compris votre entrée illégale dans le bâtiment il y a une semaine, pour altérer l'ordinateur de Béatrice. » Julie avait été rattrapée en essayant de sortir. Des agents de sécurité la ramenèrent. Elle criait, essayant de se défendre, mais les caméras que Robert avait amenées capturaient sa confession hystérique. Les trois furent escortés hors de l'auditorium par la sécurité, suivis par des policiers que Thérèse avait prudemment convoqués avant l'événement. Les caméras capturaient tout, mais maintenant c'était Robert, Valentine et Julie qui étaient les méchants exposés, pas Béatrice. Quand la porte se referma enfin derrière eux, l'auditorium redevint silencieux. Tout le monde regardait Béatrice, qui était sur scène enlaçant sa mère et pleurant. Gabriel monta sur scène et prit doucement le micro. « Mesdames et messieurs, » dit-il, la voix chargée d'émotion, « je vous prie de nous excuser pour cette perturbation. Mais je pense que vous venez tous d'être témoins de quelque chose d'important. Vous avez été témoins de ce qui se passe lorsque le talent est réprimé, lorsque la cruauté tente de détruire la bonté, lorsque le pouvoir est utilisé pour contrôler au lieu de libérer. » Il se tourna vers Béatrice. « Et vous avez également été témoin de ce qui se passe lorsque quelqu'un doté d'une force extraordinaire reçoit enfin l'opportunité de briller. » Il fit un signe à l'équipe technique. « Maintenant, si vous me le permettez, j'aimerais que vous voyiez ce que Béatrice avait réellement préparé, la vraie présentation avant qu'elle ne soit sabotée. » L'écran changea à nouveau, montrant cette fois les diapositives légitimes de Béatrice. Des graphiques montrant l'impact économique,
des photos de communautés transformées, des témoignages de familles sorties de la pauvreté, des données rigoureuses démontrant l'efficacité des programmes. C'était un travail de classe mondiale, une vision transformatrice exprimée avec clarté et passion. Béatrice, encore tremblante du traumatisme des dernières minutes, se força à se ressaisir. C'était sa présentation, son moment, et elle ne laisserait pas Robert le lui voler aussi. Elle commença à parler, sa voix gagnant en force à mesure qu'elle se plongeait dans le travail qu'elle aimait. Pendant 1 heure, elle présenta. Elle répondit aux questions avec une connaissance approfondie et une passion sincère. Elle discuta des méthodologies, débattit des métriques, partagea des visions pour l'expansion, et pendant qu'elle parlait, le public fut conquis non pas par le drame ou la sympathie, mais par une compétence pure et indéniable. Quand elle termina, l'ovation fut assourdissante. Les investisseurs se levèrent, des propositions de financement commencèrent immédiatement. Ce qui aurait dû être une destruction totale s'était transformé en un triomphe absolu. Béatrice regarda le public debout, les visages remplis d'admiration et de respect, et sentit quelque chose se briser en elle, la dernière chaîne invisible qui la liait au passé. Elle n'était plus la fille rejetée. Elle n'était plus la jeune fille invisible qui nettoyait les sols et servait les repas. Elle était Béatrice Dubois, professionnelle reconnue, esprit brillant, agent de changement. Et personne, jamais, ne pourrait lui enlever cela à nouveau. Dans les mois qui suivirent, la vie changea une fois de plus pour Béatrice, mais cette fois sur les bases solides d'une réussite réelle. Les programmes qu'elle avait développés reçurent un financement massif et furent étendus à 12 régions. Elle fut invitée à prendre la parole dans des universités, des conférences internationales, des émissions de télévision. Son histoire personnelle, désormais largement connue, inspirait des millions de personnes. Des jeunes de communautés défavorisées lui écrivaient, partageant leurs propres rêves et leurs luttes. Béatrice répondait quand elle le pouvait, se rappelant toujours que chaque message représentait quelqu'un qui avait besoin d'être vu, tout comme elle en avait eu besoin. Elle créa un programme de mentorat spécial pour les jeunes talents issus de familles dysfonctionnelles, offrant non seulement des opportunités académiques, mais aussi un soutien émotionnel et financier. C'était sa façon de s'assurer que personne d'autre n'ait à cacher ses dons dans l'ombre, terrorisés par ceux qui auraient dû les aimer. Robert et Valentine perdirent tout dans l'exposition publique. La fortune de la famille, construite en grande partie sur les apparences et les relations sociales, s'évapora. Ils déménagèrent dans une petite ville de province, vivant discrètement, ruinés non seulement financièrement, mais aussi socialement et moralement. Béatrice apprit par des connaissances communes que Robert avait vieilli de façon spectaculaire, le poids de la honte publique courbant ses épaules. Valentine, privée des salons de beauté et de l'attention constante, avait perdu l'éclat artificiel qu'elle avait toujours cultivé. Béatrice ne ressentait aucun plaisir dans leur chute, seulement une tristesse lointaine pour ce qui aurait pu être si sa famille avait choisi l'amour plutôt que le contrôle, la compassion plutôt que la cruauté. Elle envoya, par des intermédiaires, une offre d'aide financière pour les besoins de base, que Robert refusa avec un orgueil blessé. Certains, réalisa Béatrice, préféraient sombrer dans leur propre orgueil plutôt que d'accepter la main tendue de ceux qu'ils avaient méprisés. Julie fit face à des poursuites pénales pour sabotage d'entreprise. Elle accepta finalement un accord qui incluait des travaux d'intérêt général et un suivi psychologique obligatoire. Hélène emménagea dans un appartement confortable, près de celui de Béatrice. Sa santé continua de s'améliorer avec un traitement approprié et l'absence de stress. Mère et fille purent enfin construire la relation qui aurait toujours dû exister, passant des après-midi à discuter, à rire, à guérir ensemble les blessures du passé. 1 an après la présentation, Béatrice était dans son bureau quand Gabrielle entra avec du champagne. « Que fait-on-nous » demanda-t-elle. « Votre programme vient de remporter le prix international du développement durable. Vous allez à Genève pour recevoir le prix la semaine prochaine. Et votre mère vous accompagne. » Béatrice sentit des larmes de joie. De la domestique invisible dans un manoir à Mégève à la lauréate d'un prix international, marchant sur la scène à Genève avec sa mère dans le public. Le voyage semblait impossible, mais il avait eu lieu. Et le plus important, elle n'était pas devenue cruelle ou amère dans le processus. Elle avait gardé son humanité, sa gentillesse, son empathie, même après tout ce qu'elle avait subi.
Vous le méritez, dit Gabriel. Tout ça, vous l'avez gagné par un travail acharné, une intelligence et une résilience que peu de gens possèdent. Je n'y serais pas arrivé sans vous, dit Béatrice. Vous m'avez donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. J'ai seulement ouvert la porte. Vous l'avez franchie et avez bâti un empire. Ce soir-là, Béatrice dîna avec Hélène dans leur restaurant préféré, avec vue sur la ville illuminée. Elles parlèrent de l'avenir, de nouveaux projets, de la vie qu'elles construisaient ensemble. Hélène avait pris un poids santé, ses joues avaient retrouvé des couleurs, et elle riait avec une légèreté que Béatrice n'avait jamais vue auparavant. C'était comme si, libérée de Robert, sa mère redécouvrait qui elle était vraiment, la femme qu'elle avait été avant que le mariage n'étouffe son essence. « Je suis si fière de toi, » dit Hélène en tenant la main de sa fille. « J'ai toujours su que tu étais spéciale. Je suis désolée de ne pas avoir eu le courage de te protéger. Je porterai cette culpabilité pour le reste de ma vie. Tu m'as protégée de la seule manière que tu pouvais, maman. Tu as survécu, et ton silence m'a appris quelque chose d'important. Parfois, la survie est la forme la plus courageuse de résistance. Tu as attendu le bon moment, et quand il est arrivé, tu as parlé. Et tes mots ont tout changé. Libre. Le mot résonna entre elles, lourd de sens. Béatrice regarda par la fenêtre, Paris qui s'étendait en contrebas, des millions de lumières clignotant dans l'obscurité. Quelque part là-dehors se trouvaient des gens comme elle l'avait été, piégés dans des situations impossibles, leurs talents cachés, leurs voix réduites au silence. Et elle consacrait sa vie à les aider, à créer des opportunités, à ouvrir des portes. Elle pensa à Gabriel, qui avait choisi de voir au-delà des apparences et de reconnaître la valeur là où d'autres ne voyaient que de la honte. Elle pensa à Thérèse, qui était apparue au moment crucial avec les preuves qui avaient tout sauvé. Elle pensa à toutes les personnes qui, tout au long de son parcours, avaient choisi d'être des alliés plutôt que des ennemis, des ponts plutôt que des murs. Elle avait été envoyée aux milliardaires comme une blague cruelle, comme un contraste pour faire briller sa sœur. Mais au lieu d'accepter le rôle qu'on lui avait assigné, elle avait écrit son propre destin. Elle avait prouvé que la valeur ne vient pas de l'apparence ou de l'approbation familiale, mais du caractère, du travail et du courage d'être authentique. Et dans ce processus, elle découvrit quelque chose que son père ne comprendrait jamais, que le vrai pouvoir ne vient pas de contrôler les autres, mais de se libérer soi-même. Le parcours de Béatrice n'était pas une question de vengeance ou de prouver quelque chose à ceux qui l'avaient rejeté. Il s'agissait de découvrir sa propre valeur, sa propre voix, sa propre force. Et dans cette découverte, elle n'avait pas seulement transformé sa propre vie, mais les vies de milliers d'autres. Son téléphone sonna. C'était un message d'une jeune femme d'une communauté du Nord-Est, où les programmes de Béatrice opéraient. Le message incluait une photo de la jeune femme tenant un certificat de fin de formation professionnelle, souriant largement, pleine d'espoir et de possibilités. Béatrice sourit. C'était le vrai triomphe, pas l'humiliation de Robert ou le succès professionnel, bien que les deux fussent satisfaisants. Le vrai triomphe était de savoir que sa douleur, sa lutte, son travail avaient créé des chemins pour que d'autres s'échappent de leur propre prison. Elle avait été la fille laide, la fille invisible, la fille sans valeur. Mais à la fin, elle découvrit qu'elle avait toujours été la fille avec le plus de valeur de toutes. Elle avait juste eu besoin que quelqu'un le voie, puis elle avait eu besoin de le voir en elle-même. Et maintenant, regardant l'avenir avec sa mère à ses côtés et un monde de possibilités devant elle, Béatrice comprit enfin une vérité fondamentale. Personne ne pouvait définir sa valeur sauf elle-même. Et sa valeur, elle l'avait découvert, était illimitée. Et